Salam alaikum, Azul, bonsoir. On nous serine bien souvent que la raison d'État n'a pas d'état d'âme, que la politique ne s'embarrasse pas de vaines émotions, qu'il n'y a pas de sentiments dans les affaires, que business is business. Mais quand on les entend parler, les hommes d'affaires, sous les feux de la rampe politique, on croirait tout le contraire, de la philanthropie à en revendre, de l'altruisme au bord des yeux, et une ambiance verbale à la Disneyland. Et le moins qu'on puisse dire, tout en restant très poli, est que cette rencontre du MEDEF, la plus importante organisation patronale française, avec le FCE, l'organisation patronale la plus proche du régime algérien, c'est l'image du mariage de la carpe et du lapin, qui nous vient tout de suite à l'esprit. Incompatible en diable, une sorte d'abus de faiblesse, de collusion, qui se grime en festival de bousboussade. Mariage de la carpe et du lapin, parce que d'un côté, des patrons qui entreprennent dans un système relativement sain, où la fiscalité a un sens, où la législation est pointilleuse, rigoureuse, votée par de vrais élus, un système où la provenance des fonds a une traçabilité, de même que leur destination, par ailleurs. Des patrons qui créent la richesse, qui apportent une plus-value, qui réinvestissent leurs bénéfices, qui créent des emplois, qui paient des impôts, des entreprises qui font la prospérité de la France, qui la hissent parmi les plus compétitifs, les plus innovants et les plus riches pays du monde. Et de l'autre côté, des patrons qui osent se dire capitaines d'industrie, dont on ne connaît pas la provenance des capitaux, ou plutôt qu'on ne connaît que trop bien, puisque, hormis quelques rares oiseaux rares, la plupart de ces nouveaux riches sont les clientèles et les parentèles des barons du régime, dont ils sont bien souvent les prête-noms et les faire-valoir. Des capitaines d'industrie qui puisent dans le trésor public directement, qui sont en embuscade partout où de l'argent coule. Des amas patrons qui font voter des lois sur mesure, qui leur ouvrent les portes de l'enrichissement ultra rapide autant qu'il est indu. Des amas investisseurs qui ne payent jamais leurs impôts, ou si peu, qui se servent au bas de laine collectif en se faisant attribuer des lignes de crédit exorbitantes, des lignes de crédit en dollars et en euros. Des amas entrepreneurs qui n'investissent que dans les créneaux qui rapportent beaucoup bail, sans rien créer, ni de richesse, ni d'emploi. Des gens qui exploitent le peu d'employés dont ils font suyer le burnous, dont le moyen de gestion et de développement le plus efficace est la corruption des fonctionnaires et des politiques périphériques. Des amas créateurs de richesses qui procèdent par la surfacturation, et tellement de méthodes, toutes plus malhonnêtes les unes que les autres, pour transformer leur rapine, le fruit de leur rapine, en devise forte, pour enfin les expatrier dans leurs comptes bancaires offshore ou leurs comptes dans des paradis, dans des pays occidentaux, en France notamment, où ils sont tous, ou presque tous, propriétaires de résidences cossues, où ils ont des biens, de l'argent, et où ils sont quasiment en pays conquis, à partir du moment où ils apportent beaucoup d'ailleurs. Oui, abus de faiblesse parce qu'en faisant des affaires avec un tel régime et avec de tels capitaines d'industrie, les patrons français savent à qui ils ont affaire, parce que l'Algérie leur est parfaitement connue, parce qu'elle est un voisin d'en face,
qu'ils savent avec qui ils fraient et avec qui ils fricotent. Parce que ces gens avec qui ils font de juteuses affaires ont saigné le pays à blanc. Parce qu'ils ont volé la souveraineté populaire. Parce que les élections y sont systématiquement truquées. Parce qu'ils l'ont truffé de fausses institutions. Ils y ont installé une liberté de la presse en trompe-l'œil. Parce qu'ils ont volé son indépendance chèrement acquise. Parce qu'ils en ont dévoyé le cours, perpétré un carnage contre les civils, avec le feu vert d'ailleurs. Nous ne le dirons jamais assez fort, avec le feu vert d'une certaine France officielle. Une France qui a fini par se faire la complice d'une prise d'otage, celle d'un pseudo-président qu'elle a fait rempiler à un 4e mandat, alors qu'il ne sait même plus sa table de multiplication de 2. Lui dont le président Hollande avait dit qu'il n'avait jamais rencontré un chef d'État d'une telle alacrité, qui maîtrise des problèmes internationaux d'une telle complicité. Oui, abus de faiblesse, parce que s'associer à de tels gens, c'est toujours le faire au détriment des peuples qu'ils broient et qu'ils pressurent. Et enfin, collusion, parce que faire des affaires avec de tels gens, c'est couvrir leur turpitude à des fins aussi vénales qu'elles sont indignes. Aujourd'hui. El Watan, la sous-traitance à l'épreuve du réel, par Chérif Lahdiri. Liberté, hésitation des patrons français à investir davantage en Algérie. MEDEF, ils nous font des signaux, par Méziane Rabhi. TSA, l'État autorise la cession de parts de Sonatrach dans ses filiales, par Yassine Babouche. Algérie, France, fric et fricotage. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Iskandar Debbache, militant des droits de l'homme. Merci Iskandar d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, depuis le Canada, Ahsen Moussi, économiste, militant pour la démocratie. Merci Ahsen d'être avec nous. On l'a perdu, nous allons essayer de le retrouver. Et depuis l'Algérie, Larbi Zouemia, analyste politique. Larbi Zouemia, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Sibin Chenouf. Merci. Alors, Iskandar Debbache, donc voilà, le MEDEF, le FCE, deux organisations patronales qui veulent faire croire qu'elles sont d'égale importance, qui sont dans un cadre de coopération, de complémentarité. Discours diplomatique habituel que nous servent aussi bien le MEDEF que l'organisation du patronat en Algérie. Il y a une expression qui qualifie cette relation, c'est le jour et la nuit. Oui. Ça n'a absolument rien à voir, parce que d'un côté, nous avons une organisation comme le MEDEF qui arrive non seulement à se projeter elle-même, mais à projeter aussi toute la population française, aussi bien les besoins en consommation qu'en investissement de la population française sur des dizaines d'années. Et de notre côté, on a affaire à des gens qui n'arrivent même pas à se projeter dans l'immédiateté. Qui n'ont même pas les moyens de se projeter dans l'immédiateté. Et quand on voit par exemple un Saïdani qui puise allègrement dans les caisses jusqu'à s'offrir par exemple des appartements dans les quartiers chics de Paris. Mais pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Je cite un exemple entre... On parle de juste par exemple les ministres algériens. Oui. Depuis l'indépendance, nous avons eu 700 ministres à peu près. Oui. On dit qu'il y a plus de 500 ministres qui sont installés en France, sur les 700 depuis 62. Vous Absolument, imaginez oui. un peu. Absolument. Donc, et je ne parle pas des PDG d'entreprises, des cadres supérieurs, des cadres des officiers supérieurs de l'armée, des cadres du parti FLN,
des nouveaux riches. Je ne parle pas de ça, qui se chiffrent en milliers. Et donc, quand on voit des gens comme Saïdani ou des anciennes personnalités enfin, de l'État algérien qui s'accaparent des biens aussi importants ici en France, là, on commence à se poser des questions, à savoir que est-ce qu'ils croient eux-mêmes en leur système, c'est-à-dire au système économique, financier, etc., en Algérie. C'est des gens dont le seul credo semble être le fait du prince. Oui. Le fait du prince. Ils y croient parce que le vrai système dans lequel ils vivent n'est pas celui qu'ils disent, c'est celui qui est réel. Ça veut dire c'est la rapine, c'est le trafic, c'est la surfacturation, l'expatriation des fonds. Par exemple, quand vous prenez Port Saïd, peu de Français, par exemple, savent que les gens ne font pas leur change dans les banques, que la plupart de ces capitaines d'industrie, comme ils se qualifient eux-mêmes, vont changer leur sac d'argent à Square Port Saïd, entre autres, dans chaque ville. Il y a un bureau de change officieux, en pleine rue, sous le regard de la police, où s'échangent des milliards chaque jour. Oui, ça on le sait, oui, ça, absolument, on le sait. Non, ce qui confirme que même ne croit pas en un système économique élaboré, c'est-à-dire tel qu'on le connaît ici en France ou en Europe, c'est-à-dire tel qu'il a été conçu par des grands économistes. Eux, ils n'y croient pas, c'est-à-dire, bon, ils pensent que ce qui prévaut, c'est le fait du prince, on y va, on puise, sans avoir mais le patronat, Skandar, le patronat français, il est ce qu'il est. Il n'y a pas d'état d'âme en politique, en affaires, comme ils disent. Mais l'Algérie n'est pas un pays dans le sud-est asiatique ou au fin fond de l'Afrique. C'est un pays qu'ils ont en face. Il y a une histoire commune depuis très longtemps, une histoire tragique. L'espoir de pouvoir réconcilier les peuples. Mais là, eux, ils vont s'associer avec un régime mafiocrate, avec des patrons, pour le moins qu'on puisse dire, très indélicats. Et ils le savent. Ils savent très bien que ces gens pratiquent de la rapine et du pillage systématique. Tant qu'ils contrôlent le système d'échange, bon, ils ne peuvent pas être inquiétés. Hein, les Européens. Ils savent parfaitement. Oui, mais ça se fait au détriment du peuple algérien. Oui, mais attendez, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle défend ses intérêts. Oui, elle a raison. Mais il y a quand même une certaine morale, un minimum. À la limite, si c'était d'État à État, parce que gagnant-gagnant, ça n'existe pas. C'est un tant soit peu. Mais à la limite, si c'était avec un État et disons qu'il le prive un peu de certains de ses bénéfices, on aurait compris. Mais là, ils ont une mafiocratie en face. Ce n'est pas un État. Il y a un principe dans la vie comme dans les affaires. Oui. C'est qu'on ne peut être respecté que si on est respectable. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être respecté que si on est respectable. Si on fait dans la rapine que ça se sait, il ne faut pas attendre qu'il y ait de la morale derrière. C'est-à-dire, ceux à qui vous avez affaire, ils feront tout pour... L'argent est toujours bon à prendre. L'argent sera toujours bon. Il n'a pas d'odeur. Il n'a pas d'odeur, il n'a pas... Restez avec nous, Skandar Debbache. Hassan Moussi, vous êtes avec nous depuis le Canada. Merci d'être avec nous. Bonjour Jamal, bonjour à vos invités et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, Hassan, je vais commencer par quelque chose de tout simple, parce que ça fait pas longtemps que vous étiez en Algérie, vous y avez passé plusieurs semaines. Vous avez remarqué les marchés parallèles du change, comme Port Saïd, par exemple, un marché de change de devises dans chaque ville, pas dans chaque grande ville, dans chaque ville, marché parallèle, clandestin, qui agit généralement sous la protection de la police. Parce que ces gens-là, leurs clients sont les gens qui sont dans le régime. Est-ce que vous avez remarqué? Effectivement, sans aucun doute, c'est vrai. Moi, je suis passé notamment à Port Saïd, j'ai échangé quelques sous là-bas. Et puis, effectivement, il y a des policiers qui tournaient autour, qui les surveillaient. J'avais eu même l'occasion de parler à, comment ils appellent ces vendeurs-là, je sais le terme là. Il me dit que oui. J'ai dit, comment se fait-il? Vous n'avez pas peur d'avoir autant d'argent dans vos bras? Là, il est frappé bras sur bras comme ça. C'est de grosses liasses d'argent en dinars et en devises. Non, il me dit, t'inquiète pas, cher ami, on est bien surveillé, on est bien zioté, on nous regarde. Voilà.
Donc, pour répondre à votre question, oui, ça fait l'affaire de ces gens-là. Ce n'est pas Mais mon affaire à est-ce moi, que vous ni pas pouvez nous l'affaire à donner toi. un aperçu du volume? Moi, je le sais, je vais le dire, mais je vais vous demander d'abord à vous. Le volume d'argent qui s'échange chez les combistes clandestins, combien d'après vous par jour à Alger, à Port Saïd? Sincèrement, je ne peux pas avancer un chiffre comme cela, mais bon, au vu du nombre de gambistes, voilà, je trouve le mot, des gambistes, on les appelle ces gens-là, au Oui. nombre de ces jeunes qui faisaient cette vente-là, illégale logiquement, je ne vais pas avancer, je dirais peut-être un bon 500 millions d'euros. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros par jour dans les jours normaux, banals, mais que parfois ça atteint plusieurs millions d'euros par jour de transaction. Effectivement. C'est ouais. dire, hein, c'est dire le volume. Et les patrons français, ils ne connaissent pas cet aspect des choses? Pardon, Jamal? Est-ce que les patrons français du MEDEF savent Ok. comment ces là, vous patrons algériens du FCE Non. expatrient Jamal, si vous permettez, oui. je comprends un petit peu votre question. Si vous me donnez 3 petites 4 minutes à Jamal, je vais m'étaler un peu sur ce sujet du MEDEF. Je vous en prie, allez-y, allez-y. D'abord, puisque vraiment vous avez mis le doigt là où il faut en parlant de ces gambistes des différentes places publiques en Algérie. Vous voyez, déjà là, en 2018, nous tournons avec cette façon de faire à Jamal. C'est ça une économie? Donc je pose la question. D'abord, s'il y a un constat, je dirais moi, s'il y a un constat, je dirais qu'il y a une chose sur laquelle, Dieu merci à Jamal, l'ensemble des spécialistes algériens se sont tous entendus. J'exclus naturellement l'avis des étrangers, puisque c'est d'abord les Algériens que cela concerne. C'est que l'Algérie vit un marasme politique et économique sans précédent. Et ce marasme, Jamal, ce marasme s'est aggravé au cours de ces 4 dernières années, depuis la maladie de M. Bouteflika, ajouté à la chute du prix du baril du pétrole depuis 2014, pour ne pas nous répéter. Vous savez que l'économie algérienne repose depuis des décennies sur les seules exportations du pétrole. Donc avec cette chute des prix du pétrole, l'Algérie est gravement secouée, aux côtés notamment du Venezuela et de la Russie. Plus de 800 milliards, donc il faut qu'on se le répète, on a besoin de le redire. C'est un disque que nous dirons, nous le redirons et nous le redirons. Plus de 800 milliards un chiffre colossal, je dis milliards de dollars, 800 milliards de dollars, un chiffre colossal à Jamal, sont générés, donc ces 800 milliards, par les exportations du pétrole et du gaz durant les 4 mandats de M. Bouteflika. Malheureusement, cette manne a très peu servi le développement. Je vais arriver au MEDEF. Malheureusement, cette manne a très peu servi le développement de l'économie algérienne. Et ce très peu dont je parle a bénéficié, notre économie a été très mal investie. Cette manne a beaucoup plus servi à l'achat de la paix sociale, je dirais à augmenter injustement les salaires de hauts fonctionnaires, à des fins politiques bien sûr, à se remplir les poches sous la table, et bien sûr à acheter de manière exagérée, je dis bien exagérée, du matériel militaire pour juste en profiter des pots de vin que cela s'ensuit via toutes les transactions. Et voilà qu'on laisse ce matériel militaire aujourd'hui se détériorer et se rouiller par manque d'entretien. Aujourd'hui, à Jamal, avec la dévaluation drastique du dinar, l'augmentation des prix, je dirais pratiquement de tous les produits, y compris de première nécessité, avec avec ce taux de chômage, je dirais qui flirte, je dirais les 30%, notamment chez les jeunes, avec ces derniers 80 milliards de dollars de réserve de change qui nous restent aujourd'hui, avec toutes ces manifestations auxquelles nous assistons chaque jour, ajouter peut-être à ces milliers de haragas, majoritairement des cerveaux qui quittent l'Algérie, et avec aussi, je ne l'oublie pas, l'insécurité à nos frontières. Que peuvent faire alors nos gouvernants aujourd'hui, ceux-là qui n'avaient absolument rien fait à Jamal, au moment où tout est à fleur? Donc, pour revenir à votre question, Jamal, concernant le MEDEF, cette grande organisation patronale française qui représente bien sûr des entreprises françaises, elle sait tout cela.
tout ce que je venais de le dire, le sait. Elle connaît parfaitement la situation politique et économique des 2 350 000 km² que compte l'Algérie, Jamal. Elle sait bien ce que veulent les 40 millions d'Algériens. Donc pas d'état d'âme en affaires et pas d'émotion pour ce qui est, pas d'état d'âme non plus pour ce qui est de la raison d'État. Restez avec nous. Avant de recevoir Arbi Zouaimia, nous allons écouter M. Gattas du MEDEF, puis Ali Haddad. Il s'agit d'une des plus grandes délégations de chefs d'entreprise français jamais organisées en Algérie, gage de l'importance que le secteur privé français porte à notre relation économique. Nous, chefs d'entreprise de France, souhaitons porter 3 actions importantes à travers cette délégation. 1. Valoriser les talents que nous partageons. 2. Renforcer le partenariat entre nos communautés d'affaires. Et 3. Donner la priorité à la jeunesse et à l'entrepreneuriat. Car les entreprises ont 90% des solutions en main des défis dont j'ai parlé. 90%. La valeur ajoutée principale des entreprises françaises est d'accompagner l'Algérie dans ses ambitions. Toutefois, pour que les entreprises françaises et algériennes puissent parvenir à ce but, il nous faut des signaux. Nous souhaitons tous renforcer notre collaboration. Pour cela, l'économie algérienne devrait s'ouvrir davantage et c'est notre rôle en tant que représentant du secteur privé de pousser ce genre de thématiques auprès de nos pouvoirs publics respectifs. Cela permettra aussi, dans l'autre sens, aux entrepreneurs algériens d'investir plus en France, qui sera honoré d'accueillir leurs investissements. C'est un vrai partenariat gagnant-gagnant qu'il nous faut construire. Vrai partenariat gagnant-gagnant qu'il nous faut construire. Et là, nous allons écouter M. Haddad. Nous souhaitons construire une alliance stratégique avec la France, dont le savoir-faire est indéniable dans divers secteurs, dans l'énergie surtout, les énergies renouvelables, l'industrie pétrochimique, l'industrie métallurgique, l'agriculture, l'agro-industrie, la santé et l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile et le domaine très pointu du numérique. L'approche rénovée de la politique économique de son Excellence le Président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika, qui a mis fin à la discrimination entre les entreprises publiques et les entreprises privées, a permis l'émergence d'un secteur privé fort et compétitif. Ce secteur privé sera cette force sur laquelle s'appuiera le gouvernement algérien pour la réalisation de son plan d'action qui met en œuvre le nouveau modèle de croissance dont les objectifs d'ici 2030 matérialiseront la transformation de l'économie algérienne. Et encore, M. Haddad. Vous allez être gavé de Un pays Haddad. où vous pouvez avoir les 4-6 ans. Récemment, vous avez pu découvrir les images magnifiques du phénomène rare, la neige au Sahara. Ce n'est pas uniquement à Paris comme c'est le cas ce matin. Arbi Zouaimia, merci d'avoir accepté notre invitation. Arbi Zouaimia, alors M. Haddad nous dit que le secteur privé algérien sera la force sur laquelle reposera l'action du gouvernement. Vous y croyez, vous qui connaissez un peu le secteur privé algérien, comment il s'est constitué, comment il tourne, comment il crée de la richesse, comme il dit? Si jamais, je ne vais pas lésiner un petit peu en matière de Colibé, mais c'est un détraqué mental, ce monsieur, il me semble. Premièrement, la France n'est pas pionnière en matière de métallurgie. Il y a une grave crise de métallurgie en France et en Allemagne aussi. Ça, c'est faux. Il y a plusieurs secteurs dont la France souffre. Car maintenant, vous avez presque un pays comme la Hollande qui presque dépasse en matière d'exportation la France. Vous avez l'Allemagne qui exporte aussi 3 fois plus que la France.
Ce qui est un petit peu anormal dans cette formulation, c'est que vous avez un pays qui est à l'extérieur de l'OMC. C'est un pays qui est en marge exactement du processus commercial international. L'Algérie est l'unique pays au monde qui a posé presque 3200 questions, qui a échangé 3200 questions en bilatéral avec les membres de l'OMC et plus que 2700 questions en multilatéral. Donc c'est un pays qui est à l'extérieur du cycle économique, du processus commercial international. Vous avez des gens qui s'appellent des MEDEF. Nous avons une longue histoire avec ces messieurs, mais personnellement, je n'y crois pas à un partenariat gagnant-gagnant avec la France. Ça, c'est faux. Et si vous révisez un petit peu, vous essayez un petit peu d'aller en arrière et d'essayer d'examiner scrupuleusement la balance commerciale, elle a été toujours en faveur de la France. Nous avons joué, à un moment donné, comme une pompe d'oxygène à l'économie française. C'est une vérité. L'Algérie n'est considérée uniquement qu'un marché pour vendre des produits français. Il n'y a ni transfert technologique. Déjà, transfert technologique dans la symbole Renault, ça, je ne vois pas quel transfert technologique dans le moteur à essence. Ou au moment où le monde fait un grand virage énergétique en direction, par exemple, d'autres sources d'énergie. L'autre question, c'est que le partenariat algérien, franco-algérien, vous avez d'une part des industriels français et d'autre part des privés algériens qui sont nés exactement de la rente, qui émergent dans la corruption. Je vois mal exactement quel processus qui va lier un pays, des entrepreneurs d'un pays industrialisé avec des rentiers et des privés qui sont justement collés jusqu'à présent à la dépense publique. L'Arbi, juste une question qui a échappé un peu à la presse algérienne, mais qui a son importance, qui est très très importante. Que j'aimerais que vous commentiez un peu. Tout le monde sait, et le patronat français mieux que tout le monde, que les ressources de l'Algérie, les ressources financières, dépendent à plus de 98% de ces ressources hydrocarbures, gaz et pétrole. Et encore, dans les 2% restants, c'est en majorité des produits miniers, le phosphate, le fer et d'autres choses. Donc, et M. Haddad, qui sait que le patronat sait, comme il a honte un peu de ce chiffre, qui tente à montrer le patronat sous son véritable jour, hein, qui n'est vraiment pas créateur de richesse, pour le moins qu'on puisse dire. Alors il avait tellement envie de dribbler un peu avec la vérité, il a dit dans un discours hier, devant le FCE et devant l'organisation patronale française, le MEDEF, il a dit l'Algérie qui dépend à 90% de ses recettes pétrolières et gazières. Il a éclipsé 8%. Ça veut dire quoi, à votre avis? Pourquoi il n'a pas voulu dire qu'il dépend à 98% de ses ressources hydrocarbures? Je ne vais pas répéter ce qui a été bien dit sur ce monsieur, mais j'estime que à l'arrivée de Bouteflika, on dépendait un petit peu, nos recettes en devises dépendaient des hydrocarbures à hauteur de 96%. Et actuellement, on se trouve à 98%. Nous avons juste 2% à l'extérieur. Et même les 2%, vous avez des dérivés de produits pétroliers. Donc, nous sommes pieds et poings liés au pétrole. Donc, c'est ça, c'est le topo. Ce qui m'a un petit peu, ce qui a attiré mon attention, c'est que vous savez qu'il y avait un changement en 2004 de la loi sur l'hydrocarbure proposée par Chakib Khalil. Et puis Bouteflika a joué un petit peu le populiste, parce que d'une part, si le pompier pyromane, il allume le feu, il appelle les pompiers. Donc, à un moment, il a un visage en face de Chakib Khalil et un autre visage en face du syndicat et de Louisa Hanoun. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui a deux cœurs dans sa poitrine. Donc il est populiste d'une part, il style ummal ou je ne sais pas quoi, et d'autre part c'est le libéral qui veut développer le pays.
il a opté premièrement pour la loi proposée par Chakib Khalil, qui prévoyait des concessions même, des concessions, des parts de concessions, même territoriales. Et d'autre part, il était pour la reformulation ou l'arrêt ou l'annulation de cette loi en prétextant qu'il était un petit peu défenseur des Ummal ou je ne sais pas quoi, en se montrant aussi plus populiste que Louisa Hannoun. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tiraillements au sein du pouvoir, même s'ils sont tous de l'école des corrompus et des arnaqueurs, mais il y a deux tendances. Il y a une tendance populiste rentière, mais il y a une tendance aussi rentière plus intelligente. Cette plus intelligente, elle s'exprime chez les managers, généralement le directeur de Sonatrach et son vice-président. Et c'est pour cela que vous voyez un vice-président de Sonatrach claironner en solo qu'il veut lui-même changer la loi qui dépend du cercle législatif. Justement, bravo Arbi Zouemia d'avoir évoqué ce sujet. Le vice-président, j'explique à nos téléspectateurs, le vice-président de Sonatrach a déclaré à la radio, et d'ailleurs nous allons vous passer l'extrait, enfin des extraits de ce qu'il a déclaré, il déclare clairement qu'il allait changer la loi, comme s'il n'existait pas de pouvoir législatif. Nous allons changer la loi, il dit comme ça, et il parle de cette fameuse loi sur les hydrocarbures, le 51-49, pour attirer les partenaires, donc il faut enlever cette contrainte. Il en parle le plus normalement du monde. Et après, nous revenons à l'Arbi Zouemia pour lui permettre de s'exprimer sur la question. Quelques images donc de ce monsieur. Et je rappelle qu'après, la Sonatrach va démentir. Elle passe inévitablement par la révision de la loi sur les hydrocarbures par rapport à l'aspect relatif à la fiscalité. Monsieur Mekrouche. La révision de la loi s'est imposée parce que cette révision de loi n'est pas unique pour l'Algérie, elle est générale. Beaucoup de pays méditerranéens et ailleurs ont pratiquement modifié leurs lois pour attirer le maximum d'investisseurs. Donc l'Algérie n'est pas en reste et on a vu que la loi actuelle, elle était un peu restrictive pour les partenaires puisque c'est un peu l'avis des partenaires qui a été donné, puisqu'on a écouté l'avis des partenaires, donc on en a tenu compte, mais on fera une loi qui sera pour faire un partenaire gagnant-gagnant avec tous les partenaires. Cette loi, bien sûr, première chose. La deuxième des choses, maintenant, sur autorisation de Monsieur le ministre, on peut négocier aussi des cessions de parts de Sonatrach ou carrément un changement de contrôle de certaines entités ici en Algérie. Donc il y a un peu plus d'attractivité et c'est un peu l'impression qu'ils ont les partenaires d'avoir de l'écoute et d'avoir de la réponse. Alors après, Sonatrach a démenti ce que vous êtes en train d'écouter pourtant. Ils ont dit non, il n'a pas dit ça, il a dit ceci, il a dit cela. Ça a fait un tollé, un gros pavé dans la mare dont presque la presse n'a pas parlé. L'Arbi Zouemia, je vous laisse poursuivre. Mais c'est le jeu traditionnel تاع بوتفليقه هذا يشعل قلت لك يشعل النار وهو اللي يعيط لي بومبي دونك كاين واحد ان subalterne je sais pas auxiliaire je sais pas ce qu'il fait à Sonatrach qui fait des déclarations et puis juste après il y a quelqu'un qui vient éteindre le feu donc c'est un scénario qu'on a vu avant avec Fontaine et Andco. J'aimerais bien souligner quelque chose. La question de la journaliste elle est fausse et la réponse elle est fausse du monsieur. L'attractivité dont parle le monsieur, il n'y a pas déjà de pays qui ont changé la loi. Parce que eux, à un moment donné, ils ont joué le populisme pour corruption. Parce qu'ils étaient hybrides en matière de corruption. Il n'y a eu jamais de pays qui a changé de truc. Dès le départ... La loi. Pour le moment, ça reste la loi. Que ça soit bonne ou pas bonne, c'est autre chose. Mais quand le patronat français, par l'intermédiaire de son président, dit que nous attendons des signaux. Parmi ces signaux, c'est justement cette loi sur le 51-49. Justement, les signaux, c'est quoi? Il a vu qu'il ne peut pas vendre assez avec Renault Symbole. Il veut que cette loi 51-49, pas dans le but, comme il a dit, de promouvoir un partenariat et d'accompagner l'Algérie dans sa démarche économique, mais c'est faux. Nous faisons face à un pays de marchands.
Et ce n'est pas à partir de l'Algérie que les Français vont investir pour ensuite exporter. C'est vraiment de la foutaise. L'Algérie reste un marché, et un marché de stupides, il faut le dire. Pourtant, au Maroc, avec Renault Maroc, c'est autrement plus étoffé. Des milliers de travailleurs, des centaines de sous-traitants, une capacité de production qui est au moins 100 fois plus importante que celle d'Algérie, des exportations de véhicules, c'est autrement plus étoffé, Renault Maroc. Exactement, parce que tout simplement le Maroc il est en position de force. Le Maroc n'a pas un pouvoir de corrompu, un pouvoir illégitime, un pouvoir de fantoche et de parachuté, tout simplement. Restez avec nous, l'Arbi Zouémia, je reviens à vous dans un moment. Skander Debay, vous voulez d'abord commenter ça avant que je vous pose une question? Oui, quand je l'entends dire, par exemple, que c'est la tendance actuelle où tout le monde révise sa loi, où tous les pays révisent leur loi à ce propos, absolument faux. Regardez par exemple l'Argentine qui a nationalisé sa production d'hydrocarbures et qui entend conserver le monopole sur ses droits sur YPF, sur la compagnie nationale YPF, aussi bien sur Repsol Argentine. Bien au contraire, elle a renforcé sa participation. Regardez le Venezuela, malgré tout ce qu'on peut dire sur le Venezuela. Oui, le Venezuela qui est en cessation de paiement, quasiment, qui est en faillite. Qui n'est pas en cessation de paiement actuellement? La plupart des pays pétroliers sont actuellement... Encore que, attention, l'Algérie n'a pas les moyens du Venezuela aussi. Oui. N'a ni la structure économique, ni la structure agricole, ni la structure de production, ni les capacités de production du Venezuela. Je peux vous citer un chiffre qui est réel, c'est qu'il n'y a pas moins de 16 000 entreprises françaises au Venezuela. 16 000 16 000 entreprises françaises, 32 000 en Argentine. M'en dirait tant. Sans parler du Chili etc., et du Brésil, en l'occurrence. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Le volume d'échange n'est pas le même. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la relation économique France-Algérie, on ne ferait pas dans la même cour qu'avec l'Amérique latine. Oui, d'accord. C'est absolument le jour et la nuit. Mais sur un plan d'éthique, Skander, le patronat français, oui, malgré tout ce qu'on a dit, que l'argent n'a pas d'état d'âme, que les affaires business is business et tout, mais la France, les Français qui savent que demain ils risquent un tsunami migratoire si ça tourne mal en Algérie, à Dieu ne plaise, ils ne connaissent pas le problème des harragas, ils ne connaissent pas le problème de la grande corruption qui est devenu un phénomène systémique en Algérie. Mais ils connaissent tout ça. Ils connaissent absolument tout ça parce que personne n'est mieux renseigné à propos de l'Algérie que les services français. Personne n'est autant renseigné. Et ils peuvent suivre, c'est-à-dire c'est en live ce qui se passe en Algérie, pratiquement. Oui. Pratiquement en live, Oui. pratiquement tout ce qui se passe, absolument. Ils ont des systèmes de classement, des systèmes d'études, de renseignement, etc. Donc, on ne leur apprend rien sur ce qui... Mais Skander, j'essaie d'être logique. Moi, si j'étais l'État français, je me dis... cette histoire d'intérêt à court terme, c'est pas tellement rentable parce que ça va finir par me péter à la gueule, comme on dit. Parce que si ça continue comme ça et que ça se passe mal, tout le monde va dire que c'est la France qui est responsable. C'est la France qui a imposé un 4e mandat de Hollande. C'est la France qui est en train de fricoter avec ces gens alors qu'elle sait très bien que c'est une mafiocratie. Et donc, demain, elle n'aura qu'à s'en prendre à elle-même quand elle aura des millions de harragas sur le territoire français. Jamel, les Français, ils savent répondre à l'afflux des harragas, à l'invasion des harragas. Ça, ils savent parfaitement y répondre. Comment ils font? Regardez comment ils procèdent avec la Libye. Oui. Par exemple, comment ils procèdent devant les médias et en sous-main aussi. Ils les arrêtent pratiquement près des côtes libyennes en ce moment. Mais en ce moment, vous voulez dire qu'il n'y a pas beaucoup de harragas en France, c'est surtout Espagne et Italie qui prennent le gros? Si, mais ce que je voulais vous dire, Jamal, eux, ils maîtrisent la question. Ils maîtrisent parfaitement la question. Bien sûr, il y a des pièces de théâtre qui se jouent à Calais, etc. Là où on montre quelques gesticulations, quelques concentrations de malheureux migrants qui entretiennent encore la chimère, c'est-à-dire d'aller vivre en Angleterre. Mais eux, les Français, ils savent... tout le reste, c'est bon pour les médias, pour l'information, rien de plus.
Et la grande corruption de tous ces gens, de ces milliers de gens qui viennent blanchir leur argent en France et s'installer en France, c'est tout bénef? C'est pain béni pour la France, tout ça. C'est pain béni pour la France. L'argent n'a pas d'odeur, hein, finalement. Pour l'argent, moi, j'aurais bien aimé que le patronat algérien défende les intérêts de l'Algérie et des Algériens de cette manière-là. Désolé de dire ça, mais j'aurais bien aimé qu'ils défendent aussi, au lieu de défendre leurs petits intérêts d'épiciers à très très court terme. Mais c'est leur base arrière, la France, les patrons algériens. C'est leur base arrière, ils sont tous là. Ils ont des résidences cossues, des affaires, absolument. Oui, donc, ça fait autant de moyens de pression sur le patronat, aussi bien sur le patronat algérien que sur les politiques algériens. Quand on voit par exemple un Saïd Dani ou bien une autre personnalité politique, quelqu'un qui possède des biens comme par exemple Sellel, quand il était Premier ministre, c'était pratiquement au vu au su de tout le monde. Hein. Et on dit qu'il ramenait des valises d'argent ici. Des valises d'argent, des appartements sur la plus grande avenue du monde, aux Champs-Élysées, etc., etc. Mais ça, ce sont autant de moyens de pression sur ces... Et là, nous parlons de l'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre. C'est pas n'importe quel tartampion. C'est pas n'importe qui. Restez avec nous, Skandar. Je reviens à Moussi. Hassan Moussi. Oui, j'écoute. Hassan Moussi, nous sommes en train de parler des relations entre la France et l'Algérie dont tout le monde de sensé souhaite qu'elles deviennent plus sereines, plus productives, plus gagnant-gagnant comme ils disent, qui puissent réconcilier les peuples, qui puissent faire en sorte de les voir agir de concert pour des intérêts bien compris, des échanges culturels. Or, la seule chose qui se concrétise sur le terrain, c'est une association de larrons de foire. Très franchement, pour dire les choses comme elles sont. Oui, Jamal, pour compléter juste ce qu'avait dit donc de Sensé nos amis Skandar et Zouaïmia, que je salue au passage. D'abord, par rapport à cette ruée vers l'horreur, effectivement, comme je l'appelle moi, je n'ai jamais dit ruée vers l'or, mais vers l'horreur. Cette suée algérienne, ces cerveaux qui quittent par milliers. Oui, ils vont encore en quitter l'Algérie. On verra des chaloupes partir, on verra des parcs remplis partir vers la France. Là, c'est une erreur dont les conséquences à venir seraient graves pour la France. Parce que sur ce plan-là, la France n'a rien fait et elle devrait penser aux conséquences à venir. L'Algérie est à 200 mètres de Marseille, pas plus. Hein. On est juste à 200-300 mètres de Marseille. Enfin, sur ce plan, qu'est-ce que vous avez dit, 200 mètres 200 mètres de Marseille? 200 mètres. Oui, 200 mètres avant le Doigt Jamal. Non, juste pour dire que nous sommes juste à côté de là. Nous sommes à 50 minutes de vol par avion de Marseille à Alger. Oui. Donc là, c'est très important, encore une fois. Elle doit réviser un petit peu sa façon de voir l'Algérie. Ce que je voulais dire à Jamal, je vais revenir en une minute à un élément très important, si vous permettez. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre quand même entre la France et l'Algérie. La France est deuxième fournisseur de l'Algérie. Et l'Algérie est, je dirais, troisième client. Donc la France est troisième client de l'Algérie. Donc déjà là, il y a un déséquilibre. Ça veut dire que nous importons beaucoup plus que nous exportons à la France. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Algérie importe même les dates, je le dis 3 fois, les dates, oui, nous les importons. Et la semoule aussi. Ce que je voulais dire, le MEDEF, Jamal, encore une fois, on va le redire, le MEDEF n'est pas venu en Algérie, qui traînait derrière eux, n'ont aucune légitimité, avec des bilans totalement négatifs et l'impossibilité qu'ils ont à argumenter l'avenir d'Algérie, ajouté à cette élection à cette élection présidentielle qui pointe son nez, ils ont besoin d'appui. Le MEDEF est alors gagnant-gagnant. Il vient pour gagner. Il vient pour nous serrer les vannes. Sur toute la ligne, il est gagnant. On se demande même s'il n'a pas lui-même choisi cette date de rendez-vous de février 2018. Restez avec nous, Hassan Moussi. Je suis obligé de faire un dernier tour de micro. Larbi Zouaïmia, à votre avis, M. Macron devait effectuer une visite en février, une visite d'État. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne s'effectue pas, cette visite?
Moi, je pense que, premièrement, la venue de ce groupe de MEDEF, il me semble j'estime qu'il y a des négociations avec les tenants du pouvoir, les commettants. Voilà. Certainement, il y a un plan. Mais il me semble aussi que le président français veut un petit peu jouer sur ce qu'on appelle un certain empirisme politique à peu près, parce que il me semble, il considère, et ça depuis peut-être 3 ou 4 mois, qu'il est inconcevable à ce qu'un président malade et handicapé qui est incapable de parler et de penser, d'être reconduit. C'est pour cela que vous voyez à peu près que les cercles du pouvoir s'agitent dès que quelqu'un annonce l'Ohd al-Khamisa. Vous voulez dire que la France ne serait plus tout à fait d'accord avec un 5e mandat et que cela aurait mis un peu le feu aux poudres au sein des appareils algériens? Certainement, il y a un double langage. Bon, premièrement, le principe du 5e mandat pour les Français ou même les Américains ou même les Espagnols, les Italiens, certainement. C'est ce qu'on appelle nos voisins du Nord est inconcevable. Il n'y aura pas de 5e mandat. Il n'y aura pas de 5e mandat. Parce que s'il y avait des intentions en ce sens du pouvoir lui-même, on ne s'amuse pas un petit peu à bâillonner ou à réprimander. Donc on pousse un petit peu la machine dans ce sens. Oui, l'affaire Qsentini, puisque vous soulevez le problème, je m'excuse de vous interrompre, un journal français en a fait état, parlant de l'assassinat du jeune Hadjoti, qui était très lié à Qsentini, lequel a déclaré qu'il n'y aura pas 5e mandat. Et c'est ce jeune Hadjoti qui serait lui-même proche du général Tawfiq qui a été enlevé et tué et rendu à sa famille dans un cercueil plombé. Je vous laisse moins d'1 minute, l'Arabie Zouémia. Je pense même... Bon, s'il me semble. En tout cas, il y a un bémol. Il y a un bémol français. Pas de 5e mandat. Il y a un autre plan B. Je ne sais pas la personne. Mais les agitations un petit peu du MEDEF en ce moment-là, c'est-à-dire préconise, nous indique qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'il y a un certain consensus algéro-français pour dégager quelqu'un et par voie de conséquence offrir à la France certains portes à peu près qui ont été toujours fermés en matière de 51-49 et par voie de conséquence aussi, on va voir peut-être la France posséder ou certains entrepreneurs français prendre, je pense, la tête de certaines filiales de Sonatrach et de Sonalgaz. C'est ça. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission à l'Arabie Zouémia. Iskandar Debech, cette visite d'État, est-ce qu'elle ne s'est pas faite parce que Macron, le chef d'État Macron, a exigé d'être reçu par le chef d'État algérien, M. Bouteflika, que les deux chefs d'État soient autour d'une même table des négociations, ou est-ce juste des rumeurs? Jamal, c'est-à-dire que là, vous me posez la question, c'est-à-dire à propos de... La visite d'État de Macron, pourquoi elle ne s'est pas faite? Non, Macron bon, c'est le chef, comme tout chef d'État français qui se respecte en fait depuis le début de la Ve République, entend contrôler la relation transméditerranéenne. Il y a même eu une tentative de création d'une sorte de Commonwealth. L'UPM de Sarkozy. De Sarkozy, oui. Mais bon, finalement, ça n'a pas marché parce que... L'affaire israélienne. Voilà, et d'abord, il y a ça. Mais aussi parce qu'Angela Merkel s'est mêlée de la partie et a voulu sa part. Absolument. Donc, maintenant, Macron, comme tous les autres chefs d'État français, bon, il entend contrôler cette relation, surtout avec l'Algérie. Mais bon, en Algérie, il y a une inconnue qui est responsable, qui planifie, qui est derrière qui a le pouvoir de décision. Ça, c'est un grand point d'interrogation. C'est le grand point d'interrogation. Maintenant, quand on parle de 5e mandat ou non, vous savez, depuis Chadli Benjedid, il y a une nouvelle coutume qui s'est installée en Algérie. C'est-à-dire on utilise des prêtres. Vous vous souvenez de l'affaire de Tastosa, la Ferrari, je me rappelle, etc. Son fils Tawfiq et de son complice, je ne sais pas qui. Exactement. Énormément de gens se sont enrichis justement par le truchement de Tastosa et ses petites magouilles. C'est là que ça a commencé. Ensuite, il y a eu Khalifa.
Oui. C'est-à-dire c'était un autre Ça veut dire qu'ils ont traitement. toujours quelqu'un qui enrichit les clientèles. Un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on va offrir, qu'on va jeter Et dans, qu'on le dans jette l'arène, au lion. Et demain, on pourra jeter un haddad, un kouninef Absolument. en pâture à la foule. Kouninef, je ne sais pas, mais un haddad, oui. Il risque de se certainement, retrouver y compris comme Saïd- Khalifa, comme Tastosa, comme... y compris Saïd Bouteflika. Ah, Demain, on le jettera au lion. ça veut dire que si son frère ne passe pas, c'est toute la fratrie qui Ça, jetée voilà. au lion. Tout est jeté au lion. C'est-à-dire il y aura toujours des gens qui vont se servir qui se servent de ce système, c'est-à-dire et qui agissent en coulisses. Et pour dire, voilà, parce que vous savez, quand ça je l'avais dit au début du 4e mandat. Au début, quand le Bouteflika a été réélu pour un 4e mandat, ça je l'avais dit. J'ai dit maintenant la boîte de Pandore est ouverte, la porte est ouverte à tous les abus. À toutes sortes d'abus. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura personne pour dire non, c'est moi qui suis responsable. Et maintenant, c'est là justement, moi-même, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura-t-il un 5e mandat, ne y aura-t-il pas? Moi, je conçois mal qu'il n'y ait pas de 5e mandat. Eh ben, nous aurons eu deux avis contraires, le vôtre et celui de l'Arabie Zouémia qui prédit le contraire. Merci Iskander Debbache, merci l'Arabie Zouémia, merci Hassan Moussi, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qawala khair, salama.